À l'époque, il y avait deux teams. Il y avait la team Dragon Ball et la team Chevalier du Zodiac. Moi, j'étais la team Chevalier du Zodiac. Moi, dont le métier, c'est de commenter l'actualité, la place du caca dans Dr. Slump, qui est quand même vraiment majeur. Quand je suis un peu trop déprimé, j'enchaîne sur un épisode de Free Run. Le pacifisme, la recherche de la paix, c'est vraiment un thème qui est au cœur de Naruto. Là est la hot take. J'ai pas kiffé l'arc Cell devenu adulte. Je trouve qu'il est assez artificiel. Moi, Bleach, amoureux absolu du premier arc. Je pense que ça va devenir mon shonen de chevet. Salut Clément, enchanté. Salut, enchanté. On est ravis de t'avoir. Mais ravissement partagé, incroyable, le paradis ici. On va commencer par la première œuvre que je vois ici. C'est Dragon Ball, évidemment, à la surprise générale. Moi, je suis un enfant des années 80, j'ai grandi dans les années 90, évidemment. J'étais gamin quand Dragon Ball arrive à la télévision française, bien sûr, dans le Club Dorothée. Dragon Ball, la quête finale, des 7 boules de cristal venues des étoiles. Découverte des mangas, stupéfaction devant une culture, une animation, une audace qu'on n'avait pas avant, quoi, en tout cas, qui je pense, a marqué vraiment tous les gamins de ma génération. Je préviens tout de suite, c'est terrible, hein, parce que on est dans Manga Club, mais en réalité, j'ai lu beaucoup moins de mangas que je n'ai vu d'animés. Et Dragon Ball fait partie des rares exceptions, puisque pour le coup, je l'ai lu, et je l'ai lu dans ces éditions-là. Édition Glénat de l'époque, totalement charcuté, sens de lecture occidentale, rien n'est respecté. Quand les mangas Dragon Ball sont sortis, on savait même pas que les Japonais lisaient dans le sens inverse du sens de lecture occidentale. Nous, on achetait ça comme des bandes dessinées. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était diffusé bien sûr dans le Club Dorothée avec un rythme de diffusion totalement aléatoire. Quand l'animé prenait du retard et que le Club Dorothée, ils n'avaient pas de nouveaux épisodes à diffuser, ils diffusaient des anciens. Et ensuite, enfin, on repartait dans la diffusion de nouveaux épisodes. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je sais plus pourquoi, mais je me souviens qu'il y a eu un énorme gap dans l'arc Boo, où tout d'un coup, les épisodes ont cessé de paraître dans le Club Dorothée. On attendait la suite avec impatience. Et donc, c'est le moment où on a découvert que dans une boutique de jeux vidéo près de République, ils avaient les mangas d'origine en japonais. Dans mon groupe de copains, il y en a un ou deux qui ont été les acheter, on se les est tous passés derrière. Évidemment, on ne comprenait pas les textes, hein, on se contentait de regarder les dessins. Et c'est là où on a découvert, du coup, que ça se lit à l'envers, le japonais, c'est pas un alphabet, ce sont des idéogrammes ou un syllabaire. Alors, évidemment, impossible de faire la différence à l'époque, mais on a découvert tout ça, quoi. C'est dire à quel point la culture animée japonaise et la culture manga était très peu connu, quoi. C'était les balbutiements, c'est l'époque où on qualifiait ça de sous-culture. Ségolène Royal s'était attaqué évidemment au manga, au Club Dorothée. Ça a vraiment marqué toute une génération, quoi. C'était impossible d'échapper à ça. Et ouais, Dragon Ball, moi j'ai les souvenirs du combat contre Cell dans la cour de récré, où on suivait épisode par épisode, à chaque nouvel épisode diffusé. Ça faisait une récré entière à en débattre avec les copains le lendemain. C'était génial, quoi. C'était vraiment l'une des cultures partagées, en tout cas dans la cour de récré, c'était Dragon Ball, quoi. Les jeux vidéo, Nintendo et Dragon Ball. Et c'est quoi ton souvenir le plus marquant de Dragon Ball? Alors, c'est drôle, parce qu'en fait, j'en ai deux. J'ai mon souvenir le plus marquant quand j'étais gamin, c'est le combat contre Cell, qui était fou. On était dans l'impatience de chaque nouvel épisode, les transformations, Sangohan qui se transcende lui-même et le Kamehameha final contre Cell. Voilà. C'est mon souvenir le plus marquant gamin de Dragon Ball. Et j'ai j'ai pas relu, mais j'ai revu toute la série plus adulte au moment où est sorti Dragon Ball Kai, et donc on a pu regarder ça de manière un peu plus condensée. Hot take, évidemment, c'est là où la moitié des auditeurs et des auditrices quittent la vidéo. Et il se trouve que moi, aujourd'hui, j'ai un souvenir vibrant, virtuose de l'arc Freezer, notamment de l'arc Namek, que je trouve hallucinant, enfin, où vraiment tout s'entrecroise. C'est le moment dans Dragon Ball où quand même le manichéisme s'affaiblit un tout petit peu, où un personnage comme Vegeta, on commence à plus exactement savoir où le situer, où on a même une sorte d'irruption de la politique dans Dragon Ball, avec l'idée que les ennemis de mes ennemis sont peut-être non pas mes amis, mais à minima mes alliés. Et le combat final contre Freezer est quand même cette acmé absolue de la narration, où Sangoku se transcende lui-même, accède au statut de super guerrier, triomphe de Freezer qui est le tyran initial, qui cherche à faire régner sa domination sur la galaxie entière. Il détruit des planètes, il est à l'origine du traumatisme originel qui fonde la série, puisque c'est lui qui détruit la planète Vegeta. Et donc,
moi je redécouvre cet arc-là que j'avais vu trop petit, trop jeune. Et donc, devenu adulte, je l'ai trouvé monumental, quoi. J'ai trouvé que c'était un monument de l'animation. Et là est la hot take, j'ai pas kiffé l'arc-Cell devenu adulte, je trouve qu'il est assez artificiel, que en fait, à la fin de l'arc Freezer, mais d'ailleurs c'est là où Toriyama voulait s'arrêter, à la fin de l'arc Freezer, tous les enjeux narratifs sont résolus. Je trouve que l'arc-Cell, il est greffé à la suite. Alors certes, on sent l'inspiration de Terminator 2, on voit comment est-ce que, bon voilà, c'est aussi la culture japonaise qui, là, à cet endroit, en tout cas, devient poreuse à la culture occidentale. Il y a quelque chose d'intéressant, mais malgré tout, je trouve que les enjeux sont pas ouf, que même ça introduit des formes d'incohérence par rapport à, en tout cas, l'univers originel, puisque bah, tout d'un coup, il y a plein de super guerriers, alors que Goku était censé être le seul super guerrier originel. Le personnage de Cell, je le trouve pas ouf. Ses motivations, c'est juste qu'il est méchant, quoi. Enfin, c'est une mythe géante méchante. Je trouve qu'à l'égard de ce qu'était Freezer, qui a vraiment un projet de domination politique sur l'univers, là, tout d'un coup, les enjeux se restreignent. Ouais, j'ai été hyper déçu, quoi. En fait, hyper déçu. Est-ce que du coup, l'arc Boo qui a suivi, t'as réconcilié avec Dragon Ball et avec la première partie de Dragon Ball, Goku, enfant, tout ça? Pas tant. En fait, dans tous les shonen, le moment où ça commence à me gonfler, c'est quand on tombe dans le mécanisme de la transformation, de la nouvelle transformation pour devenir encore plus fort et vaincre des personnages plus forts sans que ce soit réellement fondé sur des éléments profonds du lore ou sans surtout que ce soit fondé sur des enjeux narratifs profonds. Et donc, bah voilà, l'arc Boo, les fusions pour devenir encore plus fort, puis Super Saiyajin 3 pour devenir encore plus fort. Moi, ça m'a laissé un peu de côté, même si le personnage de Boo, il est quand même vraiment marrant. Je trouve que pour le coup, en termes de méchants, ils ont trouvé quelque chose qui, là aussi, réussi à flouter un peu les frontières du manichéisme, et ça je trouve que dans Dragon Ball c'est assez chouette. J'ai eu le même problème avec Bleach. Moi, Bleach, amoureux absolu du premier arc, de l'arc de la Soul Society, que je trouve brillantissime, que j'ai vu en animé aussi, hein, que j'ai pas lu en manga, mais que j'ai trouvé brillantissime. En plus, je trouve que la réalisation pour le coup de Bleach, elle est merveilleuse, les musiques sont hallucinantes. Et puis la suite, les Arrancars, les 6 transformations successives d'Ichigo pour venir à bout du super méchant. Enfin, bon, ben moi, ça me perd un peu, quoi. En tout cas, c'est là où moi, je m'arrête. Mais pour moi, Dragon Ball jusque Freezer, masterclass absolue, vraiment. Ça reste encore aujourd'hui un souvenir de manga puis d'animé qui est très profondément enfoui en moi. Ah, Saint Seiya. Les Chevaliers du Zodiaque pour un enfant des années 90 comme moi. Les Chevaliers du Zodiaque. À l'époque, il y avait 2 teams. Il y avait la team Dragon Ball et la team Chevalier du Zodiaque. Moi, j'étais la team Chevalier du Zodiaque. En vrai, c'est un manga que quand j'étais gamin, je préférais. Un dessin animé, comme on disait à l'époque, qu'à l'époque, je préférais à Dragon Ball. Ah, c'est les souvenirs, c'est les armures, les chevaliers. Je trouve que l'imaginaire d'utiliser le Zodiaque pour faire un ensemble de personnages, je trouve que c'était brillantissime. Et en plus, on se retrouvait... Enfin voilà, on était tous d'un signe du Zodiaque, donc les chevaliers d'or, on se retrouvait tous dans l'un ou l'autre. Alors évidemment, les pauvres qui étaient cancer, terrible. C'est quoi, toi ? Moi, je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc en plus, évidemment, la gloire, bien sûr. Hein, le grand pop, le chevalier du Gémeaux, le méchant d'origine. Les chevaliers du Zodiaque, vraiment, c'est un dessin animé, un animé que j'ai adoré enfant. C'est mes plus beaux souvenirs de télévision, en réalité, gamin. Hein. Je suis donc devenu l'homme le plus fort de l'univers. Pour le coup, je les ai lus jusque Hades, devenu adulte. Et ouais, ça m'a moins marqué. Je les ai revus avec l'œil de la nostalgie. Et par contre, devenu adulte, c'est vrai qu'autant Dragon Ball, en le relisant, je suis replongé dedans et j'ai trouvé ça merveilleux. Autant les Chevaliers du Zodiaque, c'est plus des émotions d'enfant pour moi. Et je sais pas trop pourquoi je suis resté à côté en marge. J'aurais même du mal à l'identifier. Des souvenirs indissociables des jouets aussi, parce qu'à l'époque, quand on était gamin, il y avait les jouets Chevaliers du Zodiaque avec ces chevaliers en armure. Il fallait reconstituer l'armure, qui valait une fortune à l'époque. Hein, donc on en avait tous 1 ou 2, et déjà quand on en avait 1 ou 2, c'est que nos parents s'étaient un peu saignés. Et c'était fabuleux, quoi. C'est vraiment, ça a complètement marqué notre imaginaire, et c'est la chance qu'a eu la France, quoi, d'avoir un groupe de télévision et une émission qui ont acheté en lot des dessins animés japonais parce que c'était pas cher et parce que les Japonais s'étaient jamais dit qu'ils allaient exporter ça, et donc ils ont vendu ça en lot à l'époque à des sociétés de production, et notamment celles qui travaillaient avec TF1, qui avaient besoin de remplir des heures et des heures de Club Dorothée. Et donc nous, on a vu arriver les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, mais aussi Ken le Survivant. Ken, survivant de l'enfer.
qu'on n'appelait pas Hokuto no Ken, hein, mais Ken le Survivant, Nicky Larson. Et avec cette espèce d'absurdité de programmation, mais qui a forgé l'imaginaire de toute une génération, qui est que on a vu débarquer à la même heure, dans la même émission, des mangas qui en réalité sont destinés à des publics très différents, quoi. Et en fait, quand tu sais aujourd'hui ce que sont Hokuto no Ken et City Hunter et que t'imagines que c'est diffusé à côté de Dragon Ball et Dr. Slump, c'est une absurdité sans nom, quoi. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. À tel point que les doubleurs affaiblissaient comme ils pouvaient les dialogues de City Hunter parce que c'était indiffusable, ce qui donne du coup des doublages qui sont devenus légendaires aujourd'hui. Tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et André. Eh bien, je vais les venger. C'est ce qui fait la spécificité de la France. Enfin, c'est dingue, quoi, de se dire que si la France est le deuxième pays du manga aujourd'hui, historiquement, c'est lié à vraiment une histoire de télévision et de production, c'est-à-dire le Club Dorothée qui a beaucoup trop d'heures à remplir et une société de production derrière qui a l'intuition de se dire tiens, je vais acheter en lot des dessins animés au Japon, c'est pas cher, en plus ça a l'air pas mal, les jeunes sont contents, et voilà comment toute une génération a vu son imaginaire vraiment, vraiment marqué au fer rouge à jamais, quoi. Dr. Slump, pour le coup, c'est pareil, c'est un des rares mangas que j'ai lu plutôt que vu, même si je sais qu'il a été adapté en dessin animé, enfin en animé. Et en fait, je l'ai redécouvert quelques années plus tard, j'étais déjà ado, j'ai lu les mangas, et en fait, pour moi, Dr. Slump, ça a été, pour moi, la découverte de ce que c'est en partie la culture manga, quoi. Un humour qui est très différent de l'humour occidental, la place du caca dans Dr. Slump, qui est quand même vraiment majeur, hein. Le caca a une place importante, et en fait, ça, pour nous, c'était à la fois tout à fait étonnant et en même temps hilarant de voir ça, quoi. On n'imaginait pas lire ça aussi normal, quoi. Enfin voilà, c'est l'histoire d'un robot fasciné par le caca. Bon, je simplifie un petit peu, hein, c'est quand même un peu plus complexe que ça, Dr. Slump, mais quand même. Aussi de voir le narrateur se dessiner lui-même. Alors certes, bon, on a ça aussi dans la culture BD occidentale, Gottlieb le faisait. Mais là le narrateur qui est présent dans Dr. Slump, enfin je crois hein, qu'on voit Toriyama se dessiner lui-même. Ça a été pour moi la découverte aussi de ce que c'est que le manga, de ce que c'est que la culture du dessin japonais. Je m'en rends mieux compte a posteriori, mais à l'époque non. Mais c'est aussi ce qui permet à Dr. Slump de comprendre l'impact et l'importance qu'a eu Dragon Ball dans la culture manga et dans la culture du shonen, quoi. C'est-à-dire que Toriyama, à la base, en fait, il dessine de l'humour, quoi. À la base, c'est un mangaka qui dessine de l'humour. Et en fait, dans Dragon Ball, il réussit une espèce de synthèse qui se sent beaucoup plus dans Dragon Ball que dans la suite, ce qu'on appelait Dragon Ball Z dans les animés. Mais il réussit cette synthèse entre l'humour, la légèreté, l'absurde parfois, le grivois, le potache, et en même temps cette tradition du shonen, du dépassement de soi, du combat, de l'antagonisme. Et en fait, la fusion, elle est parfaite, et on la retrouve derrière dans Naruto, dans One Piece, dans de très nombreux shonen qui ont suivi, et c'est Toriyama qui invente ça. C'est impossible de comprendre le génie de Toriyama et l'importance qu'il a dans la culture du manga et de la japanimation si on n'a pas l'antécédent de Dr. Slump, quoi. Et ouais, c'est super, j'en ai des super souvenirs, quoi. C'est vraiment Dr. Slump, c'est la première fois pour le coup où, étant ado, j'ai enchaîné les mangas, de se bouffer des tomes sur son plumard, quoi. Moi, j'ai fait ça avec Dr. Slump, c'est des chouettes moments, quoi. Là, on est en train de parler de Dragon Ball, Saint Seiya, Dr. Slump. En vrai, quand j'étais gamin, c'était à peu près les seuls mangas édités qu'on avait, quoi. Il y avait les Sailor Moon, bien sûr. Je suis même pas sûr que City Hunter existait. Grosso modo, ce qui était édité, c'était les versions papier des dessins animés. Et la culture du manga n'existait pas. Et les mangas étaient assez chers. Encore aujourd'hui, c'est pas donné, mais quand j'étais gamin, c'était un coût, quoi, non négligeable. Et moi, je sais que mes parents n'avaient pas forcément les moyens, et les parents de mes potes non plus. Personne n'avait trop les moyens de s'acheter l'intégrale de Dragon Ball, quoi. Et au moment où c'est arrivé en France, la culture de la mangatech, la culture du manga, au moment où on a commencé à avoir vraiment Glénat, Kana, des éditeurs comme ça, qui ont commencé à vraiment importer du manga, et notamment du manga qui n'avait pas d'équivalent animé, moi j'étais un peu passé à autre chose. C'est-à-dire que pour le coup, il y a eu la fin du Club Dorothée, parce que trop violent, parce que machin. Évidemment, c'est terrible, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. C'était pas responsable de balancer du City Hunter et du Ken le Survivant le matin à 7h devant des gamins qui avaient 6 ans. C'était pas responsable, mais évidemment, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu cette généralisation absolue de les mangas, c'est de la sous-culture. Il y a tout qui disparaît des écrans. Et moi, c'est le moment où, du coup, je suis passé un peu à autre chose. C'était pas ancré en nous, c'est-à-dire qu'on avait adoré ces œuvres-là, mais à l'époque, on le conceptualisait pas en disant j'aime le manga, j'aime la japanimation, j'aime la culture japonaise. C'était juste, on avait ces œuvres-là qu'on trouvait super,
elles ont arrêté d'être diffusées, on était triste. Bon, on est passé à autre chose, quoi. On s'est recentré sur le jeu vidéo. Il y a eu les minicums, c'était moins bien, mais bon, on regardait quand même ça. Et moi, j'ai pas eu cette appétence de me dire non, je veux pas lâcher l'affaire. Et je garde le fil, et j'ai perdu le fil avec le manga. On a Gon ici, qui est un manga sans texte, avec des dessins qui sont hyper fouillés, où tu suis les aventures de ce petit dinosaure qui s'appelle Gon, qu'on a retrouvé derrière dans Tekken 3 comme personnage jouable. Gon wins. Incroyable mais vrai. Il était tout petit, tous les coups passaient au-dessus, c'était un enfer. Les dessins de Gon, là j'ouvre une page au pif, les dessins de Gon sont magnifiques. Regardez-moi ça, quoi. Gon qui s'accroche à la crinière d'un lion, les dessins sont merveilleux. En plus, on est sur une tradition de bande dessinée sans texte, donc tout est narré par le dessin. Le mouvement dans Gon est complètement fou, les détails sont hallucinants, c'est magnifique, quoi. Et moi, je sais que pour le coup, je les avais tous achetés. Et j'avais trouvé ça merveilleux. Gun, ça j'ai lu, quoi. Ça fait partie des quelques mangas qui ont été édités quand j'étais gamin. C'est aussi par ce biais que j'ai été marqué par l'imagerie cyberpunk et surtout Ghost in the Shell, film de Mamoru Oshii. J'ai dû le voir 10 fois, dont 9 fois gamin et 1 fois adulte. Je crois qu'il a été adapté en manga, mais je crois que le manga est une adaptation de l'animé, si je me gourre pas. Enfin, qui n'est pas un animé, qui est un film d'ailleurs. Et pour le coup, Ghost in the Shell, ça fait partie de ces offres que j'ai vues, que j'ai pas comprises, parce que j'étais trop gamin, mais que j'ai re-regardé, 10 fois, j'exagère peut-être, mais j'ai dû le voir bien 4-5 fois gamin, parce que je sentais qu'il y avait un truc à comprendre, à côté duquel je passais. Mon imagerie cyberpunk, elle a été formée là-dessus, quoi. Et j'ai revu l'animé Netflix, Cyberpunk 2077, qui est adapté du jeu vidéo, Cyberpunk Edge Runner. J'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé que c'était une production animée de haute volée. En tout cas, moi, j'ai adoré la série animée. Dans le cyberpunk japonais, il y a un truc qui me touche, qui me marque en tout cas. Mon imaginaire cyberpunk, il a été façonné beaucoup plus par les œuvres japonaises que occidentales américaines. Même si le cyberpunk, il préexiste aussi beaucoup, bien sûr, dans la science-fiction écrite. J'imagine que Philippe K. Dick, que j'ai pas assez lu, mais j'imagine que Philippe K. Dick l'a forgé beaucoup dans ses romans, dans ses nouvelles. Je suis pas capable de me rendre compte dans quelle mesure le cyberpunk aujourd'hui, la culture qu'on en a, à quel point elle est japonaise ou américaine, en tout cas occidentale. C'est une vraie question, mais chez moi, c'est passé beaucoup par des œuvres japonaises, en tout cas. Et ouais, typiquement, Akira incroyable, quoi. À l'époque, diffusé sur Canal+, c'est le moment où les adultes ont compris qu'il se passait quelque chose. Moi, je me souviens que mes parents ont vu le film avec moi, et je me souviens que mes parents s'étaient dit à ce moment-là, tiens, en fait, c'est pas que des dessins animés pour enfants, il y a une vraie culture. C'est par Akira que eux ont compris ça, quoi. Et je crois que ça fait partie aussi des moments, le Club Dorothée Akira, je crois que c'est vraiment 2 des pierres fondateurs qui ancrent le manga dans la culture française aussi profondément qu'il l'est aujourd'hui, quoi. En tout cas, sache que si t'aimes bien Akira et que t'es toujours un joueur de jeux vidéo, dans le jeu vidéo Cyberpunk, il y a la fameuse moto rouge que tu peux choper. Mais je sais plus si c'est une mission secondaire, un truc comme ça, mais tu peux l'avoir. Ça y est, j'ai enfin racheté un PC correct pour enfin streamer dans des conditions décentes, ce qui est devenu urgent. Donc c'est bon, je peux y jouer, je l'ai installé, j'ai fait les 2 premières heures, il faut avancer maintenant. Il faut juste trouver le temps de faire les 150 suivantes, quoi. C'est le seul problème. Naruto tome 1. Moi, Naruto, c'est ma redécouverte, mais des années plus tard. En plus, dans des circonstances qui sont particulières. Je découvre ça à 22 ans, parce que je suis en train de faire mon Master 2 de sciences politiques à Sciences Po, que c'est une année difficile. Prélude à mes années de thèse, qui sont des années difficiles, ces après-midi où tu n'arrives pas à bosser, tu sais qu'il faut s'y mettre, qu'il faut écrire, et tu n'y arrives pas, et c'est dur. Dans une de ces après-midi de déshérence, je télécharge les 5 premiers épisodes de Naruto, et le choc, quoi. Ça a été une vraie Madeleine de Proust en miroir, quoi. J'ai retrouvé des années plus tard le plaisir que j'avais eu à l'époque devant Dragon Ball. Et puis en plus, je trouve que, moi, Naruto, c'est une œuvre qui m'a marqué aussi, qui m'a tout de suite marqué aussi par les thématiques qu'elle brasse et qui sont pas si communes que ça finalement dans le manga, puisque l'un des thèmes centraux de Naruto, c'est quand même le rejet, la marginalité, le sentiment d'être laissé pour compte. C'est les ressorts narratifs des 2 personnages principaux, quoi, Naruto comme Sasuke. J'ai pas assez de culture shonen pour savoir si c'est vraiment exceptionnel ou pas, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas dans Saint Seiya, qu'on n'a pas dans Dragon Ball,
où les héros sont plutôt bien entourés tout de suite. Dans les premiers épisodes, et même pendant très longtemps, quoi, on ressent cette solitude, cette douleur, enfin, la scène de la balançoire, quoi, Naruto seul sur sa balançoire, bon, qui est vraiment des torrents de larmes, évidemment. Ça a fait écho à des choses que j'avais pu vivre à l'époque quand j'étais gamin. Et puis, c'était un moment où j'avais besoin de ça aussi, d'une œuvre un peu bonbon, un peu doudou, de s'immerger dans un univers où on se sent bien. Il y a eu une espèce de cristallisation, quoi. C'est-à-dire que tout a fait sens, et j'ai plongé dedans, c'est devenu instantanément mon manga préféré, j'ai tout vu. Et aujourd'hui, c'est vraiment une œuvre qui est chère à mon cœur. J'ai tout revu une deuxième fois, il y a quand même 470 épisodes, je crois, je sais plus exactement, mais enfin bon... Avec les fillers et tout aussi ? Non, en zappant les fillers, évidemment. La page Wikipédia, épisode de Naruto et épisode de Naruto Shippuden est mon meilleur ami, bien sûr. Comme tout le monde, je suis un peu moins fan de la fin. Masashi Kishimoto, il a voulu tout expliciter, il a voulu tout résoudre. Sauf que là, c'est trop... Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu trop, quoi. Que vraiment, cette volonté de tout expliciter, tout résoudre, qui est tout à son honneur, quelque part. Et... Donc moi, c'est vrai que sur la fin, peut-être que j'ai été un peu moins dedans, mais pour moi, l'acmé, mais je pense pour beaucoup de gens, hein, l'acmé de Naruto, c'est vraiment l'arc Pain, où se résolvent une grande partie des enjeux narratifs du personnage principal. Le moment où, voilà, Naruto... En fait, c'est le moment où se résout l'enjeu du rejet chez Naruto, où il se fait accepter par la communauté, accepter par le village. Il est de facto devenu le ninja le plus fort, donc on sait qu'il va devenir Hokage un jour. Reste sa relation avec Kyuubi, qui se résout quelques épisodes plus tard, qui est quand même aussi un moment très fort, quoi. Et puis reste bien sûr l'enjeu d'antagonisme avec Sasuke, qui moi me gonfle un peu plus. Ce qui te marque là, c'est l'arc de Pain, qui est quand même très politique. Ouais. Et dans Dragon Ball, ce qui t'a remarqué quand tu l'as lu adulte, c'est l'arc de Freezer, qui est aussi très politique. Ouais, c'est vrai, non mais t'as raison. Quand c'est pas simplement l'histoire d'un combat, quand c'est pas simplement l'histoire d'un personnage qui veut devenir plus fort, mais que tout d'un coup on se connecte à des enjeux qui sont vraiment des enjeux narratifs profonds, qui engagent la politique au sens large du terme. Et Naruto, en ce sens, c'est un manga éminemment politique. Le pacifisme, la recherche de la paix, c'est vraiment un thème qui est au cœur de Naruto. Alors ce qui est pour le coup assez classique, très en résonance bien sûr avec la culture japonaise et au-delà de ça l'histoire japonaise, marquée par la Seconde Guerre, marquée par Hiroshima, Nagasaki, avec l'écho d'ailleurs qu'on retrouve dans plein de mangas évidemment, mais l'écho qu'on a dans l'arc Pain avec Pain qui rase Konoha d'une seule attaque et qui est bien sûr le traumatisme d'Hiroshima et qui ressurgit à cet endroit-là, quoi. Et la nécessité de faire cesser le cycle de la haine, d'accepter de ne pas se venger pour faire promouvoir la paix. Là, c'est vraiment des ressorts profonds dans l'histoire, la culture japonaise quand on la connaît un tout petit peu. Et il y a tout ça qui est cristallisé dans Naruto, quoi. Vraiment cette aspiration à la paix, cette volonté de ne pas se venger, même quand le pire a été infligé, de dépasser la haine. Ce qui est intéressant, c'est que on se moque beaucoup du talk no jutsu, hein, du fait que le pouvoir authentique de Naruto, c'est pas Kyuubi, c'est pas le Rasengan, c'est le fait d'être capable de convaincre ses ennemis de devenir ses amis. Parfois d'ailleurs avec une rhétorique qu'on pourrait qualifier de contestable, hein, mais les ressorts rhétoriques pour le coup de la conviction chez Naruto sont pas toujours tout à fait compréhensibles. Sinon son authenticité, parce qu'en fait c'est toujours ça qui touche. En fait c'est toujours ça qui convainc. Et d'ailleurs en réalité du point de vue argumentatif ça s'explique, ça c'est même assez crédible. C'est toujours son authenticité, sa volonté de ne rien lâcher qui vient chercher ses interlocuteurs. Dans Naruto, le combat, l'opposition, l'antagonisme physique n'est que le prélude à la discussion. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Naruto il a le besoin de vaincre physiquement, martialement ses adversaires? C'est parce qu'ils ne sont plus à ce moment-là accessibles à l'argumentation. Pain, il veut pas discuter, Sasuke plus tard, il voudra pas discuter, Gaara au début, il veut pas discuter. Et donc il faut d'abord les vaincre pour les forcer simplement à écouter. Et c'est ça qui se passe finalement avec Pain, c'est que il le bat physiquement, ce qui l'oblige à dialoguer, à écouter, et c'est à ce moment-là où il est poreux à l'authenticité de Naruto, à son feu intérieur. En fait, le feu intérieur, le vrai shonen de Naruto, c'est pas sa force physique, c'est sa volonté de faire triompher la paix. Et là, moi, il y a quelque chose que je trouve hyper beau, quoi. Alors c'est quand même, c'est l'édition Hokage, évidemment. Hein. Je crois que la France, c'est le seul pays au monde à avoir une édition de luxe de Naruto. C'est les éditions Kana qui ont voulu faire ça. Et je le sais parce que, c'est le petit moment flex, mais ils m'ont proposé d'écrire un texte dans 2 tomes, qui sont les tomes, je sais plus, 28 et 29, je crois. Ce que j'ai accepté bien volontiers, évidemment. Et donc voilà, donc j'ai quelques lignes, quelques pages même, qui sont éditées dans une édition officielle de Naruto. Je crois que ça fait de moi le seul auteur
non japonais à être édité dans une édition officielle de Naruto. Et je crois que c'est vraiment une des choses dont je suis le plus fier de toute ma vie. Vraiment. Tu peux flexer, je pense, c'est bon. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a, il y a la thèse, les quelques bouquins que j'ai écrits, les émissions télé, d'accord, mais je suis édité dans Naruto, les gars. L'Attaque des Titans. Et je l'ai vu une première fois jusque, grosso modo, la saison 3, en fait, qui étaient les 3 disponibles. J'ai trouvé ça brillantissime. En fait, quand tu regardes les 3 premières saisons, donc qui vont jusqu'au moment... on va pas spoil, on peut spoil. On peut spoil. Les gens l'ont vu et s'ils veulent pas être spoilés, on leur fera passer la vidéo jusqu'à... Voilà, on leur dira. Donc en fait, la saison 3, je crois que c'est la saison 3, hein, s'arrête au moment où ils découvrent, où ils arrivent à la mer, voilà. Donc moi, j'ai d'abord vu les 3 premières saisons, j'ai trouvé ça brillant. Et en fait, ce que j'ai trouvé brillant, c'est que dans l'Attaque des Titans, pour le coup, il y a l'invention d'un univers totalement original. Alors même si, effectivement, dans la forme qu'ont les Titans, on peut retrouver la culture traditionnelle japonaise comme toujours. Ça fait écho à des représentations de certains yokai, de certains monstres fantastiques qui sont très ancrés dans la culture japonaise. Ça ne vient pas de nulle part, mais quand même, dans les techniques de combat qui sont inventées, avec ces lames, le combat tridimensionnel, il y a quelque chose qui est vraiment totalement singulier. Et ça, moi, je trouve que c'est merveilleux. J'ai toujours plaisir, encore aujourd'hui, à retrouver des univers qui soit sont inspirés, de près ou de loin, de la culture japonaise, les samouraïs et les ninjas, soit de la culture plus heroic fantasy, cyberpunk. Mais là, tu pénètres dans un univers qui est totalement original. Et donc, déjà, choc absolu. Après, en plus, je trouve que la narration, elle est menée de main de maître. Donc je regarde les 3 premières saisons, je trouve ça brillant. J'avais essayé de reprendre, mais j'avais laissé passer trop de temps, c'était trop compliqué. Toute l'histoire du peuple d'Ymir, je nageais dedans, donc j'ai tout revu il y a 1 an. Je trouvais l'œuvre virtuose. En fait, elle est plus que ça. C'est un monument, quoi. Alors, encore une fois, ça devient ultra politique pour le coup. Et ce que réussit le mangaka là-dedans, c'est brillantissime. Enfin, je trouve que vraiment, déjà, réussir à amener l'œuvre complètement ailleurs, se rendre compte qu'il y a un univers complètement différent, beaucoup plus large, autour de celui qu'on connaissait initialement, voir tout le manichéisme initial se renverser progressivement, jusqu'à ne plus savoir qui sont les bons et les méchants, ne plus savoir où se situer, jusqu'à la psychologie profonde d'Eren, qui, alors je sais, on en parlait avant, je sais que ça a déçu beaucoup. Moi, je trouve ça brillant. Enfin, le moment où, spoil absolu, mais le moment où Eren donne la raison profonde de ses actions, où il dit « mais en fait, je suis juste un imbécile. Ouais, je suis juste un crétin avec un pouvoir trop grand pour moi », ce qui était déjà ce que disaient Reiner et Bertolt au tout début. Et en fait, c'est ça le vrai ressort narratif, enfin pas narratif, mais le vrai ressort profond du personnage, c'est qu'il s'est retrouvé dépositaire d'un pouvoir trop grand pour lui, dont il n'a pas su quoi faire, et dépassé par les événements, pris dans la spirale de l'engagement, il a persévéré dans une ligne de décision qui était dramatique, meurtrière, au-delà de meurtrière. Et puis cette conclusion, cette fin, avec là encore le cycle de la haine qui revient, comment est-ce que la guerre ne se finit jamais, comment est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir, la vengeance reste toujours ancrée dans les peuples qui se sont retrouvés humiliés, dominés, qui veulent se venger, qui veulent réparation, qui veulent sentir le goût du sang. Moi, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est magistral. Même si je pense que ça reste Naruto, mon manga préféré, émotionnellement, mais je pense que c'est l'Attaque des Titans, pour moi, c'est une des œuvres, au sens large du terme, les plus marquantes que j'ai lues, quoi, aux côtés de Cyrano de Bergerac, des Misérables, enfin, moi, voilà, il est à cet endroit-là dans mon panthéon personnel, quoi. Je trouve que je conseille ça à tout le monde. Je manque de superlatifs, quoi, pour parler de l'Attaque des Titans. C'est dire, hein, parce que des superlatifs, j'en ai quelques-uns quand même. Ah, c'est un très bel hommage. Mais du coup, en moins connu... Alors voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Moi j'ai vraiment des goûts de normie en matière de manga et d'anime, hein. C'est terrible. Mais Akame ga Kill, Red Ice Sword, c'est mon petit plaisir coupable. Il n'est pas coupable d'ailleurs, mais en tout cas c'est mon petit plaisir singulier que peut-être tout le monde ne connaît pas. Bon, c'est un shonen, ultra classique. On suit un jeune homme qui initialement ne semble avoir pas... la moindre singularité, il ne semble s'illustrer en rien et qui se retrouve contre lui, entraîné dans un groupe d'assassins qui luttent contre l'ordre établi et qui disposent chacun de reliques qui leur donnent des pouvoirs spécifiques.
Et lui-même va au bout d'un moment bénéficier d'une relique, une armure qui va lui permettre de jouer un rôle dans ce groupe d'assassins, de terroristes presque même, qui veulent se rebeller contre l'ordre établi et qui vont affronter les héros chevaliers du système en place qui eux-mêmes ont leur propre relique avec une succession de combats. Tout est très classique, mais tout est bien géré. La série animée, elle tient en 24 épisodes, il n'y a pas un seul temps mort, les personnages sont attachants, ils sont drôles, ce sont tous des archétypes et des stéréotypes déjà connus, mais tout est maîtrisé. Il y a quand même quelques revirements de situation inattendus. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai vu 2 fois. C'est dire, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parlais, soit on me disait inconnu au bataillon, soit on me disait ouais, pas ouf quand même. Et donc, j'ai voulu le revoir pour savoir si je m'étais auto-hypnotisé. Et en fait, non, rien à faire. Vu 2 fois, adoré 2 fois. Ouais, je le conseille à tout le monde. Je le convainc. Vraiment... Petit plaisir en 24 épisodes, pourquoi se priver, quoi. C'est vraiment incroyable. Aka Mega Kill, quoi. Alors là, encore et toujours, œuvre que j'ai découvert par son animé. Demon Slayer, pour moi, c'est un peu comme Aka Mega Kill. Alors, la comparaison va faire hurler, évidemment, mais c'est un shonen qui a peu de singularité. J'aurais du mal à identifier dans Demon Slayer quelque chose que j'ai pas vu ailleurs. Simplement, tout est merveilleusement maîtrisé. L'animation, elle est quand même hallucinante. La singularité, elle est peut-être là quand même. Le quartier des plaisirs, qui est peut-être l'acmé de la série, je trouve, en termes d'intensité des combats, en termes de beauté de la réalisation. On est au panthéon de ce qui a été fait. C'est-à-dire que pour moi, dans les choses les plus belles que j'ai vues en animation, il y a la série Arcane, indubitablement, Spider-Man Into the Spider-Verse et puis la suite qui sont incroyables, et puis le quartier des plaisirs, quoi. Je pense que tout le monde a en tête la dernière scène du quartier des plaisirs, le moment où sont vaincus les 2 antagonistes, et où on est tous restés sans voix, enfin, on était tous devant notre télé, enfin, je sais que ça fait partie de ces scènes où on oublie de respirer, quoi. Kaiju Number 8, j'ai vu ça la première saison. Il y a quand même une chouette fusion, quoi, dans Kaiju Number 8, pour le coup, avec tous les ressorts du shonen neketsu, dans un univers contemporain qui emprunte au kaiju. Je pense que ça va devenir mon shonen de chevet une fois Demon Slayer terminé. Ça me semble assez clair. Donc après les Shinigami, du coup les kaiju, quoi. Un autre pan de la culture. C'est exactement. Je te laisse terminer sur l'œuvre que tu regardes en ce moment, apparemment. Ouais, c'est l'anime que je suis en train de regarder. Je l'ai pas lu, évidemment, hein, ça. Bon, est-il nécessaire de le préciser encore? Mais je suis en train de regarder ça. Je suis en train de regarder Free Range. Il y a quelque chose du manga tranche de vie, avec un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus serein. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est doux, qui est tendre et qui est ultra original. Je trouve que vraiment nous... Et en fait, voilà, Free Run nous montre ce qu'il se passe après l'épilogue. Et en fait, ça, en termes d'idées, c'est quand même merveilleux. C'est-à-dire le fait de se dire, on va prendre un univers heroic fantasy archétypique, dans lequel s'est passée une quête archétypique, et on va montrer ce qui se passe après. La vie suit son cours, que les personnages évoluent, qu'il n'y a pas forcément quoi que ce soit de stupéfiant qui se produit, mais que là-dedans, il y a quand même des choses à raconter. Il y a quand même à raconter l'importance du lien humain, l'importance des quêtes personnelles, l'importance de se connecter aux autres, la problématique du temps qui passe différemment dans ces univers-là pour les uns et les autres. Voilà, là où j'en suis, ça reste incroyablement bien géré, c'est ultra poétique, c'est étonnant, quoi. Moi, dont le métier, c'est de commenter l'actualité, et pour le coup, l'actualité en ce moment, elle va vite, elle est paroxystique, et quand même un peu déprimante. Voilà, quand je suis un peu trop déprimé, j'enchaîne sur un épisode de Free Run, ça va mieux ensuite, et je pense que c'est quand même une merveilleuse qualité, quoi. Bah, j'espère que tu trouveras aussi un peu de douceur dans Berserk, hein, que tu as commencé à lire apparemment. Ah oui, exactement. Je vais faire une entorse à ma règle, qui est de ne pas lire de manga, mais de regarder les animés. Berserk, ça fait trop longtemps qu'on m'en parle. C'est la prochaine œuvre dans laquelle je m'immerge. Je vais faire l'effort. Je vais acheter les mangas, je vais les lire. En plus, la dark fantasy, c'est quand même incroyable. Et puis, je crois que c'est une des rares occurrences en manga de dark fantasy. Alors, c'est vrai que c'est des univers qui me plaisent beaucoup, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Prochaine œuvre à venir, c'est sûr. J'espère que tu feras un live dessus, tu parleras des 13 premiers tomes. Et du tome 13, qui apparemment est marquant, m'a-t-on dit. Voilà. Bah, merci beaucoup, Clément. Merci, les amis. Merci à vous. Mini